Bonsoir les amis. Est-ce que les équipes patronnes de la NFL ont vraiment repris le pouvoir et il en est fini des surprises? Est-ce que Dak Prescott a-t-il été jinxé par la comparaison statistique avec Pat Mahomes qui a fait un buzz plutôt comique? A-t-on atteint des records de must-start de rookie en redraft fantasy? Nous sommes le 14 octobre 2024. C'est la fin de la Week 6 de NFL. Le débrief de Weekend Fantasy, c'est tout de suite sur Fantasy Ballers. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Week 6, NFL bientôt terminé. On va débriefer tout ça et pour m'accompagner, évidemment, je ne suis pas tout seul. On va démarrer par quelqu'un qui a cru en l'exploit cette nuit. C'est Marc. Comment vas-tu, Marc? J'ai pas cru en grand chose parce que j'ai regardé dès le début du match sur au moins un third and long, mais l'autre, je crois que c'était aussi third and long, une course de Joe Burrow, dont la deuxième pour 47 yards et un touchdown, où j'ai rien compris. Et je me suis dit, bon, c'est mal parti. Après, j'étais un peu fatigué, donc je m'endormais, mais j'écoutais quand même le match. Et je me réveille, genre, j'avais l'impression que c'était 2 heures plus tard. Et j'entends, ouais, so still 7-0, machin. Et je fais, mais j'ai dormi 5 minutes ou quoi? Et puis là, je regarde, 3h30 du matin, je fais, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours 7-0 et j'ai éteint. Ouais. Et c'est pas tant les perfs défensives qui ont fait que ce match a tenu à si peu de points. Je pense que c'est quand même la grosse faiblesse offensive quand même. Mais bon, c'est très étonnant Oui, d'ailleurs. bah, je dirais que c'est L'histoire, la défense convenable de New York quand même, parce qu'elle était pas mal, mais côté, côté Bengals, c'était l'inverse. Ouais. C'était la faiblesse de New York offensivement et la, ah la, ouais. la- ouais, disons, une bonne, une convenable défense de New York de l'autre côté. Sauf sur Stroll. L'ADL de New York a Les Jets montré. et les Giants cette année, tous les deux, Et horribles ouais, en offense et très bons en exactement. défense. Exactement. Mais on ne sera pas seul ce soir. Il y en a un qui a peut-être un espoir pour le futur de sa franchise. Un rookie qui a bien scoré. On parlera des rookies ce soir, je l'ai dit dans l'intro. C'est Nico. Comment vas-tu, Nico? Salut Franck, salut Marc, salut à tous. Très content de revenir parmi vous, ça fait un moment. Ouais, ça fait un bail. Et effectivement, un nouvel espoir. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire, même si c'est encore un poil tôt pour s'enflammer. Et je suis pas du genre forcément à m'enflammer, mais il y a deux, trois trucs qui permettent en tout cas de rester éveillé, contrairement à Marc, devant les matchs de New England. Et a priori, ce sera le cas sur le reste de l'année. Ouais, pour ceux qui sont pas au courant, notre cher Nico de Fantasy Baller, c'est un fan des Patriots et c'est vrai que ça a dû bien souffrir ces derniers mois. Marc et moi, on sait de quoi on parle au niveau de la souffrance. Je fais un petit bonjour au chat. Les fidèles sont toujours là. Dr Good, Antonius, Nimodo, Julien Eiffel, Lala Packers, Thibaut H qui était là pendant le warm-up. Bonsoir à tous. Bon, alors, on a pas mal de choses à discuter. On va faire tout d'abord une petite passe quand même sur les matchs du week-end et sur le match de ce soir. Les gars, est-ce qu'il y a pour ce soir euh, quelque chose que vous voulez voir absolument dans ce Monday Night Football, donc les Bills contre les Jets? Est-ce que vous avez des joueurs qui doivent absolument performer pour vous faire gagner? Marc, t'attends qui de pied ferme? Il y a des gros joueurs fantasy hein, pour ce soir. Ouais, bah, le plus important pour moi, c'est Josh Allen, que j'ai dans plusieurs ligues, à la fois Redraft et Dynasty. Alors, je suis en train de regarder un petit peu. Il y en a une, trophée FB, j'ai besoin de 3 points. Ça devrait le faire. Il y en a une, par contre, je me suis pris un 0 de Zach Moss hier soir, donc je suis allé me coucher en me disant c'est bon, j'ai assuré la win et tout. J'ai pris un 0 de Zach Moss, je vois qu'on est 50-50. Donc là, j'ai besoin, si je fais le calcul, 22 points. 22 points de Josh Allen et je gagne. Voilà, ça c'est ce que Ce je qui est veux. possible. Ce qui est possible, ce qui est possible, oui, c'est les Jets, mais bon. Et aussi James Cook,
J'ai une ligue où j'ai malencontreusement pas osé faire confiance à Joe Mixon et j'ai mis James Cook à la place, qui est questionable. Et j'ai besoin de 8 points de sa part, sachant que Mixon en a fait 26 et que j'aurais passé un lundi tranquille avec mon point de la victoire. Dites-nous dans le chat les joueurs que vous voulez voir J'en ai performer quelques-uns si cette tu veux nuit. sur Twitter, s'il n'y a pas sur le chat. Mais dites-nous. Il y a ce soir, entre les James Cook, les Breece Hall, les Braylon Allen, Aaron Rodgers, Josh Allen, il y a de quoi encore trembler. Nico, est-ce que tu en as quelques-uns que tu attends de pied ferme aussi? Moi, le plus exposé, clairement, c'est James Cook, que j'ai souvent, parce que je l'ai eu, et même Ouais. dans les dynasties depuis 2-3 ans, enfin depuis 2 ans, du coup. Donc, lui, il faudrait qu'il me sorte un gros match, et donc il faudrait déjà qu'il joue. Au pire, généralement, j'ai le backup qui s'appelle Ty Johnson. Donc, à voir. J'espère que. Enfin, il y a la petite Autosub, subtilité, autosub de cette année moi j'ai du coup. m'empêche d'être obligé d'être réveillé jusqu'à 2 heures du mat, enfin jusqu'à 1 heure du mat. Mais ouais, non, c'est cool, qui est intéressant. Et après, au-delà de la fantasy, quand même, c'est comment tourne la nouvelle attaque des Jets, quoi. Garrett Wilson, est-ce que vraiment c'était son début de saison la semaine dernière? Enfin, voilà, c'est ça qui va être le plus passionnant à regarder. Alors, Nimodo nous dit qu'il a besoin que Kincaid fasse plus de 71 points. Ah, alors je sais pas si c'est plus que moins 71, donc je sais pas trop dans quel sens, mais en tout cas, mais si c'est plus que 71 points, ça va être un petit peu tendu. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, Nico, le principe de l'autosub, ça divise un tout petit peu chez les fans NFL Fantasy. Il y en a qui sont plutôt pour, qui sont plutôt contre. Tu es plutôt favorable à cette nouvelle fonctionnalité sur Sleeper? Alors, à la base, pas trop. Alors, je t'avoue que ce soir, c'est la première fois que je l'utilise depuis le début de saison. Et vraiment, je vois l'intérêt sur un match typiquement du lundi où, bah, pour nous, Européens, on sera assez peu à veiller jusqu'au soir. Après, sur le reste, sur le dimanche, etc., ça me paraissait plus gadget que ça. Mais voilà, je suis pas encore totalement vendu au principe. En tout cas, il sauve bien des managers cette année. Mais bon, on va faire un petit tour des matchs du week-end. Il y en Ouais, a. juste vite fait sur l'autosub, Ah oui, je crois que tu je avais vais te donné dire des qu'il choses. y a 2 options. Il y a celle où tu peux autosub quoi qu'il arrive. Par exemple avec, tu vois, dire, bah, je veux James Cook, mais si jamais James Cook ne joue pas, mais Joe Mixon qui a joué hier. Mm. Et ça, je suis contre parce que ça dénature un petit Ah, peu la fantasy. Là, par exemple, je passerai ma journée à dire putain, j'espère que Cook va pas jouer parce que Ouais. comme ça, je suis sûr de gagner. Les trucs de foot européens font ça, mais il n'y a pas autant de matchs décalés et puis c'est pas autant. Ouais, je suis un peu contre. Mais par contre, ils ont rajouté du coup, comme tout le monde a gueulé, il y a une option qui dit tu peux que autosub si le mec joue à la même heure ou après. Et là, du coup, je vois vraiment pas le downside. Mais du coup, je vois pas le downside, mais en même temps, je vois pas non plus spécialement l'utilité, sauf si vraiment tu sais que tu vas pas avoir de réseau ou un truc comme ça. Par exemple, la semaine dernière, on était au stade et j'avais, je crois que c'était Jonathan Taylor et Trey Sermon. Ça, c'était un remplacement clair et net. Si Taylor ne jouait pas, je savais que j'allais titulariser Sermon et j'étais pas sûr d'avoir de la connexion au stade. Donc là, tu vois, pour un truc comme ça, je dis, ok, je mets auto-sub à tout hasard. Finalement, Mm. j'avais de la connexion, donc je l'ai fait moi-même. Mais donc ouais, voilà, ça a une utilité, mais relativement réduite seulement si tu es vraiment indisponible, parce que du je coup, suis d'accord. ça ne fait que faire ce que tu aurais fait de toute façon manuellement, quoi. Je suis d'accord, mais justement, c'est pour ça que moi, je ne m'en sers ce soir que pour Mmh. Johnson à la place de Cook, Ouais, s'il est blessé. Parce que bah, le dimanche, tu as le temps de faire quelque chose, tu as d'autres options. Donc, tu peux, là, pour le coup, exactement, exactement. et effectivement, là, je suis d'accord avec toi, que dans le cas où le league manager a pu mettre euh, joueurs qui jouent en même temps, à minima ou après, Ouais. idéalement. Dans les remarques qui sont données par ceux qui sont contre, c'est celui qui, lui, suit assidûment et qui Mmh. va voir le match, quelle que soit l'heure, hein, parce que nous, on est à l'autre bout du monde Ouais, par rapport à eux, pour mais il y pour en a les qui tarés comme nous, ça a pas d'intérêt. voilà, mais sur place, celui qui est vraiment à regarder, bah, lui, finalement, il a pas gagné plus que ça.
Et là, il y a Antonius qui nous dit, moi, je suis plutôt contre l'autosub. Ça fait partie du plaisir aussi de faire des choix et Ouais, de mais se ça, c'est là que je tromper. comprends pas C'est parce pas que des choix. c'est C'est là pas que je des comprends choix. pas parce que l'autosub, ça change absolument pas ça. Tu fais quand même ton choix. Les gens, il y a plein de gens qui ont vu autosub et ils se sont dit c'est du baseball, ça a rien à voir. Non, Tu en fais fait, tous tes choix. c'est l'autosub, il faut pas le confondre avec un format qui est beaucoup plus, qui est vachement répandu en France, notamment sur Mon Petit Gazon. Mon Petit Gazon, tu remplaces un mec, Mmh. s'il n'est pas assez performant, tu le changes. Ouais, Là, c'est juste là, c'est pas s'il le joue cas, pas, c'est en fait. juste qu'ils jouent pas. Et Ouais. donc, si toi, ton option A, c'est de faire jouer ce mec-là, et à défaut, alors c'est pour ça, il faudrait pousser éventuellement, là si tu veux faire le choix, à la limite, pourquoi pas, il faudrait pousser le vice, entre guillemets, à dire, OK, tu ne peux le remplacer que par son backup. Ça, Ouais, et ou ce par serait, un joueur qui joue plus tard. Par un c'est joueur qui joue ultra plus tard, parce que contraignant. c'est ce que tu Voilà. ferais toi-même. Imagine, Oui, bien j'en sûr. sais rien moi, par exemple cette semaine, il y avait pas mal de mecs, même on se posait la question, Franz, vous demandiez, dimanche si, Zamir White allait jouer. Bah, typiquement, tu as Zamir White, tu dis: «Bon, bah, si j'ai Zamir White, je sais pas, peut-être que s'il est out, je fais jouer Mathison, mais s'il est pas out, j'ai un autre gars». Enfin bref, et encore une fois, il faut que ça soit un gars qui joue plus tard. Il faut pas que ça te donne un avantage pour dire: «Ah bah, Oui. à 18h, je savais pas, mais voilà». Donc non, Nimodo, ouais. Nimodo nous fait un commentaire très intéressant. Il voit l'autre côté l'envers du décor, c'est de dire je suis 100% pour, parce que gagner contre quelqu'un qui n'aurait pas à jouer son joueur, c'est pas vraiment valorisant. Et finalement, c'est vrai, vaut mieux Mais je gagner suis à pas la sûr que loyale. l'autosol change quelque chose. Je suis pas sûr que l'autosol change quelque chose parce que Ouais, Ah, si dans tu ce ça peux le cas-là, dépend si le remplacer, mec est si le mec assidu il et met que des ouais. joueurs out, il va pas prendre la peine de définir ses autosubs toutes les semaines. non, Ouais, mais sauf si c'est involontaire, quoi. Sauf si c'est Voilà, voilà, involontaire. sauf Il y a si des c'est fois où c'est involontaire, je suis involontaire. d'accord. tu aurais pu mettre James Cook, aller t'endormir, oublier qu'il était un peu questionable. Et ben, quand tu joues la personne qui a mis James Cook et qu'en fait il est à 0, t'as pas envie de gagner de cette manière. C'est ce que Nimodo veut Bien nous sûr, dire. Ouais. d'accord. Il veut gagner avec l'ensemble des joueurs en face. Donc c'est intéressant. En tout cas, on est chaud, ça démarre très très bien cette Grave, sélection. et juste avant d'enchaîner, je vais donner 2-3 trucs que sur Twitter. Donc il y en a un qui a besoin de 8 points de Kincaid, Vince. Oui, Heu, Ah, ça Air peut. Force, il a 80 points d'avance, donc il est tranquille. Il y en a un qui qui a 50 points de retard parce qu'il a Prescott, Marvin Johnson, DJ Moore, Brian Thomas dans son équipe. Il y en a un qui a besoin d'une stat correction de 2 points et demi. Bon, ça fait pas partie du Monday night. Donc on Hem, dit c'est beaucoup. 21 points de Breece Hall, ça c'est possible pour Pete US 56. Donc voilà un peu. en tout cas, en trophée FB, moi j'ai besoin de personnes. Hein. J'ai à peu près j'ai 34 points de retard. Et il me reste, et il me reste Braylon Allen, et mon adversaire a encore Brice Hall à jouer. Donc autant te dire, j'ai 99,99% de chances de perdre. C'est une tristesse. Tout ça à cause de ces enfoirés de Jaguars. Merci Eh. Nimodo. Euh, Enchaînons un tout petit peu justement avec les matchs de ce week-end. Et il y en a 3 qui sont highlightés là, mais parce qu'en fait, mais après, évidemment, on peut parler d'à peu près tous les matchs qu'on veut. Je pense qu'il y a des choses à dire dans à peu près tous, essayons d'être concis. Mais Marc, tu nous parlais des Giants contre les Bengals et finalement de la bonne défense. Du bon front fort, parce que je crois que c'est plutôt du 43 côté Giants, face aux Bengals, qui ont fait souffrir Joe Burrow. Et il y a un truc qui est rigolo. Alors, tu en as parlé de Zach Moss qui fait 0, malheureusement, dans une de tes ligues. Jamar Chase qui fait moins de points que T. Higgins. Alors, c'est déjà vu, hein. Côté Bengals, c'était une sorte, comment on dit, one-two punch pour les running backs, pas trop pour les receveurs, mais c'est vraiment comme ça un petit peu quand même côté Bengals. Des leçons de ce match un peu particulier de ta part? Bah, côté Bengals, pour moi, tu sais, on parlait au début de la saison, est-ce que Higgins, il faut le trader, passer à autre chose, machin. Pour moi, c'est évident que cette offense des Bengals telle qu'elle est, elle fonctionne quand tu as Burrow, Higgins et Chase, qui sont tous là ensemble. Parce que dans un match où justement tu fais un peu de double team sur Chase, tu essaies de le sortir un peu du schéma, bah là tu as Higgins qui est là et le mec il est super fort. Et, il est capable de justement continuer à faire tourner cette offense, alors que sinon ils sont très vite limités, comme on l'a vu en début de saison quand Higgins était absent. Et côté Giants, c'est toujours un peu la même histoire. Offensivement, tu as Daniel Jones qui a plusieurs personnalités. La semaine dernière, ça faisait 3 matchs qui étaient plutôt bons. Il avait fait un super match contre Seattle. On se dit, putain, ça y est,
c'est un bon Daniel Jones et tout. Et puis on joue en prime time et il fait des mauvais lancers. Il est trop prévisible et il produit rien. Donc voilà, on verra quand Malik Neighbors revient. Mais je pense que un jour ou l'autre, il Il est faudra quand même orphelin. qu'on passe à autre chose que Daniel Jones, malheureusement. Il est orphelin quand il est pas là quand même. Malik Neighbors, on voit la différence. Nico, dans ce match, il y a quand même, alors dis-moi si tu es d'accord, mais au final, Joe Burrow, bah, il est dans ses standards à peu près de fantasy. La vraie leçon, c'est la prise de pouvoir de Chase Brown. Est-ce que tu serais aussi catégorique d'un point de vue running back côté Bengals de dire que Chase Brown, maintenant, bah, c'est clairement lui le RB1? Catégorique, non, pas encore, parce que ça fait qu'un match enfin, c'est le premier match vraiment où on voit un réel avantage. Jusque-là, c'était vraiment plutôt à l'avantage de Moss, voire au pire des cas 50-50. Par contre, c'est vrai que du coup, là, ce qui peut laisser à penser que ça va être le cas sur les semaines à venir, c'est que Brown, de toute façon, est plus efficace que Moss depuis le début de la saison. Ouais. Et du coup, si les Bengals continuent à dérouler sur ce schéma-là, Brown, a priori, devrait prendre la majorité des snaps. C'est pas énorme, hein. Hier, il a 10 carries et l'autre en a 6. Hein. Donc la différence n'est pas flagrante. Sauf qu'il y en a un qui fait 53 yards sur 10 carries et l'autre qui fait 13 yards sur 6 carries. Donc c'est sur l'efficacité. Il y a un truc, c'est que Cincinnati, j'ai pas tout leur schedule en tête, mais ils risquent de jouer bientôt. Il y a au moins 2 matchs où ils vont être devant, a priori, vu qu'il y a les Browns et les Raiders qui vont arriver dans les 3 prochains matchs. Et du coup, ça risque de courir un peu plus, ils auront moins besoin de lancer que sur les matchs précédents. Et bon, bah là du coup, ça peut encore être un one-two punch intéressant et Moss startable au moins en flex. Mais tu peux aller même plus loin, hein. Dans les 3 matchs qui arrivent, il y a même Philadelphie et il est fort probable que les Bengals mènent au bout d'un quart-temps et demi face à Philadelphie 14-0 par exemple, et donc se retrouver un petit peu dans ce même schéma. Il y a une stat pour alimenter un peu ce que tu dis, Nico. Il y a une stat qui va dans ton sens complètement. Chase Brown, dans les 3 derniers matchs, c'était 40% des snaps, 33% des snaps avec 15 portées et 12 portées. Et là, ce match-là, 62% des snaps et 10 portées, mais un touchdown. Donc, clairement, il voit plus de snaps que Zach Moss maintenant, c'est la nouveauté. Mais il n'a pas forcément beaucoup plus de portées, mais par contre, elles sont ultra efficaces parce qu'il est certainement utilisé aussi dans les bons appels de jeu au bon moment, avec le bon game script, et ce qui fait que du coup, ça marche. Et il a toujours été un peu le joueur plus explosif, mais juste un bémol, Zach Brown était questionable Zach toute la Moss. semaine. Excuse-moi, Zach, j'ai fait un mix. Zach Brown. Je prends, la F1 reprend, alors ça y est, je m'embrouille. Zach Moss, il était questionable toute la semaine, donc peut-être qu'ils l'ont un petit peu ménagé aussi. Faut juste faire gaffe à ça. C'est vrai que c'est encourageant pour les managers de Brown comme moi, qu'il est pas mal, de voir qu'il reprend du volume, parce qu'après 2 semaines, j'étais un petit peu inquiet. Surtout en Dynasty, revoit je ça. pense qu'il faisait un carton en Dynasty. Lui, Tyjae Spears, par exemple, c'était 2 noms tout le monde se bagarrait pour faire des trades avant, quand on jouait pas la gagne en Dynasty, on allait chercher ce genre de joueurs. Et ben, ça paye en ce moment. D'ailleurs, en parlant de rookies, ça va être un peu le thème un peu de l'émission, le fil rouge, hein, les rookies, j'en parlais durant l'intro, les rookies prennent un peu petit à petit le pouvoir dans certaines positions et sont fantasy relevant, même en redraft. Il y a le premier nom qu'on peut citer, c'est Tracy et pas Dick Tracy, mais Tyrone Tracy. On en avait parlé un petit peu pendant le warm-up, Marc, toi qui suis les Giants, est-ce que c'est de la fumée ou est-ce que non, c'est for real? Non, mais Tyrone Tracy, c'est un joueur que j'avais noté même avant la draft comme étant un sleeper potentiel, un mec tu vois, qui avait joué dans une université un peu plus petite, mais qui avait pas mal de talent, qui était un ancien receveur, donc qui était capable aussi de jouer dans le jeu de passe. Quand il a été drafté par les Giants et qu'on avait notre depth chart avec Singletary, Gray et lui, j'avais continué à dire c'est une depth chart prenable, même si Singletary est le chouchou et qu'il est bon. C'est le seul joueur parmi les 3 qui court vite. Les 2 autres sont plutôt lents.
Et donc ça apporte quelque chose de différent. Quand on évalue un peu les backups qui pourraient prendre le dessus, on regarde un peu qu'est-ce qu'ils font de différent des autres. Et lui, effectivement, avec sa vitesse, alors c'était de la vitesse sur le papier jusqu'à ce que je le vois jouer. Quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, ah ouais, clairement, il y a un truc un peu plus explosif que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant avec les Giants. Et donc, ouais, avec cette Singletary, c'est pas un mec, je crois qu'ils l'ont payé 6 millions. Tu vois, ils n'ont pas fait venir un mec, ils n'ont pas fait venir Joe Mixon et Tracy s'est enflammé pendant que Mixon avait sa blessure à la cheville. Ça, c'est Singletary. Donc, au minimum, je dirais, Tracy a mérité d'avoir 30-40% des snaps quand Singletary est là, et puis peut-être plus s'il continue à montrer cette explosivité-là. On parlait de Tyjae Spears et de Chase Brown. Il y avait Eric Gray qui faisait partie des espoirs des managers en dynastie. Bon, bah, Ouais, mais pareil, malheureusement, c'était un 5e round. Il n'y a pas beaucoup de draft ouais, capital. Je crois que c'était 5e, peut-être 4, mais pas beaucoup de draft capital. Blessé une grande partie de l'année dernière et un peu le même profil que Singletary tout à physiquement, si fait. tu regardes un peu leurs stats. Ouais, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est extrêmement révélateur de Tyrone Tracy, c'est non seulement les 17 carries, mais les 6 réceptions en 6 targets. Exactement. Et ça, Euh, c'est de la valeur, ça. et ça a énormément de valeur, évidemment, en PPR, mais même en vrai NFL, je veux Même, dire, je pense ouais. que en vrai NFL, quand on est Daniel Jones et que Malik Neighbors n'est pas là, qu'il n'y a aucun jeu de tight end, aucun jeu court, c'est du coup des screens ou des checkdowns. Et donc, bah, ça, c'est hyper relevant en fantasy. C'est clair. Nico, je pense qu'on a fait le tour sur ce match-là. Est-ce que tu as un dernier point que tu voulais évoquer avant de passer à le deuxième highlight qu'on avait fait dans ces matchs de ce week-end? Non, on est tout On est bon? bon. Juste, à la limite, le vrai truc sur le débat de Brown-Moss, c'est de toute façon, l'attaque de Cincinnati, elle passera par elle passait et elle passe et elle passera par le jeu aérien. Donc, les deux vrais stars en dehors de Burrow, ça reste Higgins et Chase, Oui. et ils seront prédominants par rapport au jeu de course. Oui, et on peut terminer en disant deux choses. Un, que Josivach, qui avait été un waiver en début de saison, n'est relevant que quand Higgins n'est pas là. Ouais. Et puis, Daniel Jones n'est relevant que quand il y a une défense un peu permissive, pardonnez-moi, en face, et Malik Neighbors présent sur le terrain. Ouais. Autrement, Ou alors si c'est c'est pas en compliqué. prime time, parce qu'il a ce problème de prime time, lui. Si c'est un match à 13h, faites jouer Daniel Jones, il n'y a pas de souci. Mais, pardon. Mais rappelez-vous, il y avait Kirk Cousins qui avait un problème de Ouais, prime time ouais. et au Ouais. final, il l'a corrigé. Donc, tout Il a est réglé. possible. Tout est possible. Le deuxième match qu'on a highlight, c'est celui des Jaguars contre les Bears, celui de Londres. Et on se disait la semaine dernière, vous calmez-vous sur les Bears, c'était contre les Panthers. Bon, une semaine suivante, ils jouent un autre chaton, un chaton tout aussi nul. Et au final, bingo, c'est encore une fois une belle démonstration de la part des Bears, de la part de Caleb Williams, de la part de DeAndre Swift, bref, de la part de toute l'offense, Marc. Est-ce qu'on commence un peu à trouver ça sérieux ou attention, on fait gaffe au match-up encore et toujours? Ouais, bah comme d'hab, moi tu me connais, je suis rarement dans les extrêmes, j'essaie de toujours trouver un peu de nuance dans ce que je dis et du coup, à la fois, j'avais pas envie d'enterrer Caleb Williams après 2 matchs et les Bears, à la fois, j'ai pas envie de les annoncer en play-off après qu'ils aient battu, les Panthers et les Jaguars. Mais cela dit, il y a une nette amélioration dans pas seulement les performances, mais ce qu'on voit en visuel, tu vois, le confort, les choix, l'implication dans l'offense de Caleb Williams, qui est impressionnante parce que il avait plutôt mal démarré. Et puis là tu le vois maintenant être un bon quarterback au bout de 5 matchs, 6 matchs, et une nette amélioration. Donc ça, c'est bien. On retrouve du jeu qui va vers les bonnes armes, Keenan Allen, DJ Moore, Cole Kmet. Il n'y a plus ces histoires de Gerald Everett, de Roschon Johnson, etc. Même si j'aime bien Roschon Johnson. Là, c'est les 4 cibles claires qu'on avait évoquées dès le départ: Moore, Allen,
DeAndre Swift, Cole Kmet Odunze. et Odunze. Et il y a un élan qui se crée. Et je pense que justement, ce genre de déplacement, quand toute l'équipe se déplace à Londres, je sais bien qu'ils se déplacent pareil aux US, mais je pense qu'à Londres, ça fait un truc un peu différent. Un déplacement à Londres, tu reviens, tu as démonté l'équipe adverse. La NFC Nord cartonne. Je sais pas s'ils sont en bye cette semaine, du coup, après Londres ou pas. Ouais, ils le sont. Donc, du coup, J'allais dire, voilà. attends, Ça les lance vraiment dans la bye, quoi. Ouais. Moore s'est un peu blessé, donc peut-être Mm. que n'ayez pas peur, il y a la bye de toute façon, Ouais. donc tranquille. Non, c'est vrai ce que tu dis, et un point pour aller dans ton sens, hein. C'est 29 passes pour 27 courses. Il y a un vrai équilibre là aux Bears qu'on ne voyait pas avant. Et ça, c'est top pour eux, mais également en fantasy. Nico, un avis sur Keenan Allen. Keenan Allen, je tiens à le rappeler, c'était une frayeur pour beaucoup de managers fantasy, déjà absent week 2, week 3. C'était 3 et 6 targets avant, 3.40, 4.80, et puis là, tout d'un coup, 2 touchdowns sur 5 réceptions pour 5 targets. Est-ce qu'on a enfin trouvé le Keenan Allen de l'époque, qu'on peut facilement mettre en WR3 2,5-3, ou non, il faut se calmer, là c'est les Jags qui vraiment sont l'explication? Non, moi je pense que ça y est, il est un peu lancé. Keenan Allen nous a toujours fait ça de toute façon dans les saisons, c'est un diesel. Et dès qu'il a une petite absence, il met 2 matchs à s'en remettre. Et après ça repart comme en 40. Là, alors, on parlera après des Jaguars et d'un staff qui risque de bouger. Là, moi je pense que surtout, il y a un staff qui a dû avoir ou qui mériterait une promotion, et je ne suis pas un expert de ce domaine-là, mais c'est le coach de la ligne offensive des Bears, parce que juste les mecs ont du temps et les mecs ont de l'espace. Et Williams a du temps pour envoyer. Et on sait que quand il y a du temps pour faire une séparation, Keenan Allen, c'est le meilleur. Et s'il doit courir une route nickel et faire de la séparation pour aller chercher soit j'ai pas la stat, il faudrait la regarder, je vous la sortirai éventuellement demain dans le waiver. C'est combien de pourcentage de première tentative ou de touchdown sont les réceptions de Keenan Allen. C'est le mec fiable par excellence quand ton équipe va bien, quand tu as un moment un peu décisif à aller chercher, tu vas chercher Keenan Allen et le mec va jamais, ou quasiment jamais te décevoir. Donc à partir du moment où Caleb Williams a commencé à développer cette relation-là, je pense que ça va être dur à aller chercher. C'est le mec reliable par excellence, et après tu vas aller chercher Moore ou Odunze pour les plus gros jeux, les trucs un peu plus spectaculaires. Mais on le connaît, Keenan Allen, ce sera sérieux, appliqué, planché, avec un plafond un peu plus limité que certains, mais c'est un mec que tu mets dans ton line-up sans réfléchir. Je veux pas m'enflammer non plus, mais d'un point de vue fantasy pur, le calendrier est fantastique pour les receveurs des Bears, hein. Washington, Arizona, New England, Green Bay, Minnesota, Détroit. C'est pas des très bonnes défenses contre la passe. Et ça, jusqu'à la week 18, pour le moment, vu les statistiques fantasy, c'est plutôt favorable pour les receveurs. Donc, très intéressant peut-être d'aller chercher un trade d'un joueur, d'un receveur des Bears pour la suite de votre saison. Ça va jouer quasiment que des shootouts, y compris le nouveau New England de Drake May. Enflammade terminé. Alors, concernant les Jaguars, Marc, parce qu'il faut quand même le dire, c'est la grande déception de fantasy, je trouve, de la semaine, moi, personnellement. On a fait un beau débat la semaine dernière entre Travis Etienne, entre Tank Bixby, Chris Kirk, Brian Thomas, qui rentrait dans des potentiels receveurs numéro 1 en fantasy, 1,5, on va dire 1,5. Patatras côté Jaguars, ça a déçu tous les managers fantasy. Qu'est-ce qu'on fait des Jags aujourd'hui? Est-ce qu'on attend un départ de leur coach, de leur head coach, pour pouvoir en starter un en fantasy? Ouais, je pense que starter un en fantasy, après ça dépend, parce que Brian Thomas, il faisait des bonnes perfs quand même. Et même Gabe Davis a fait finalement avec 2 touchdowns un bon match. Mais
Mais oui, globalement, c'est extrêmement décevant. Ouais, il y a rien qui va, quoi. T'as Travis Etienne qui joue pas bien. On croyait que Tank Bigsby allait reprendre le dessus. Il joue pas bien non plus. Finalement, on a eu du DeAndre Johnson, d'Ernest plutôt, Don Johnson. Les receveurs. Alors, le seul bon point, c'est Evan Engram. Dans cette catégorie de tight end où on est toujours en galère, il avait fait un super match week 1, il a fait un super match week 6 quand il est revenu. Donc ça, c'est peut-être un joueur à starter toutes les semaines si vous avez Engram. Au-delà de ça, c'est très difficile de leur faire confiance. Et je pense qu'effectivement, le coach doit partir et il faut qu'il y ait un vrai reset dans cette équipe. Peut-être que des joueurs vont devoir partir aussi et juste repartir de zéro parce que maintenant, ils sont avec Trevor pour 5-6 prochaines années. C'est pas comme s'ils allaient changer de QB et mettre Mac Jones. Donc, et puis c'est pas forcément lui le responsable, c'est juste qu'il joue pas spécialement bien. C'est pas lui il remonte pas l'équipe à lui tout seul, etc. Mais c'est décevant parce que il y a des bons joueurs et puis chaque année on nous fait le coup. Ouais, il y a Calvin Ridley, ça y est, ça va exploser. Ouais, ils ont drafté Brian Thomas, ils ont payé Kirk, ils ont fait venir Gabe Davis, etc. Et puis finalement c'est toujours les mêmes Jags, quoi. Et je dirais juste que les Jags chaque année ils nous font le coup. Quand ils arrivent à Londres, ils sont à la rue complet et quand ils repartent de Londres, ils se mettent à bien jouer. Ou à mieux jouer en tout cas, donc à voir. Mais je pense que ouais, à moins d'une victoire monumentale contre les Pats la semaine prochaine, je pense qu'il y a des gros risques pour que Doug Peterson ne soit plus le coach quand ils reviennent de l'Angleterre. C'est plus les good old Jets, c'est les good old Jags, finalement. On est plus surpris. Non, je suis assez d'accord. Clairement, il faut un électrochoc pour que les joueurs puissent se mettre à rejouer à fond. Je vais aller de l'autre côté. Dernière question, Nico, sur ce match. Cole Kmet, pour toi, Nico, est-ce que c'est un sell high ou c'est un keeper? Alors, moi, j'aurais tendance à le sell high. En revanche, il faut pas avoir peur de le garder, vu ce qu'on disait tout à l'heure sur le schedule des Bears. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui s'enflamme et qui vient vous faire une très belle offre pour Kemet. Moi, je serais plutôt du côté sell high si vous êtes démarché, mais pas proactif sur la vente de vous-même, quoi. Ouais, c'est le très high alors parce que Ouais, tu peux sell très high. Je pense qu'il ouais. peut y avoir quelqu'un qui vient s'enflammer, Oui, un mec qui est un peu paniqué c'est clair. sur, Un bail un peu vénère, il doit gagner. Quelqu'un qui est en 2-3, bail de Laporta, doit gagner, est très fort en running back. Ouais, le problème que j'ai trouvé jusqu'à maintenant avec les tight ends dans des trades, c'est qu'à chaque fois que je me dis tiens, je peux essayer d'inclure un tight end ou même viser carrément un tight end, c'est que le mec derrière il se retrouve sans rien et qu'en fait la discussion elle fail dès le départ. Le seul où j'ai pu faire quelque chose, c'était en échangeant Kincaid contre Jake Ferguson, où là du coup il y avait un échange de tight end. Mais genre dire ouais, tu peux vendre Kmet contre je sais pas un bon receveur, tu vois, ou un running back, et il y a des chances que tu te retrouves complètement nul en tight end. Donc c'est vraiment, voilà, dans la situation particulière, si tu as deux tight ends excellents, parce que Kmet était ton tight end 2, et que finalement tu te dis, il y a un truc à faire, mais sinon je serais plutôt partisan de le garder, parce que je pense qu'il va être impliqué. Il n'y a plus du tout l'histoire de Gerald Everett et machin, et il est là, il est efficace. Il est là. Il est là. Il est là. Est-ce que Non, et vous puis avez... l'autre le vise vraiment en red zone, quoi. C'est pas par accident, quoi. Oui, puis Ouais. il est très bon. Mm. Il n'aura jamais de problème de motivation, Colkmet, puisqu'il est de là-bas, si ça a encore de la valeur. Est-ce qu'il y a une dernière petite remarque sur ce match où on passe au Non, suivant? enchaîne, sinon on est là 2 heures. Exactement. Le dernier highlight qu'on a avant de faire un global overview, c'est les San Francisco 49ers qui ont battu les Seahawks. Et surtout un énorme George Kittle. Et puis l'arrivée d'un autre petit running back, un autre rookie qui s'est montré, Isaac Guerendo. Franchement, j'ai voulu préparer un peu la chanson Isaac Guerendo, mais j'y arriverai pas, donc voilà, je la fais vite fait. Mais en vrai, encore un running back qui sort du chapeau de Shanahan.
En vrai, Nico, on fait quoi là? On y va, on met 50% de son fab sur Guerrendo demain soir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on y va, oui. On y va, oui. Ça va être a priori le leader de l'attaque de Shanahan allez, je sais pas pour combien de semaines Mason va être 2 ou absent, 3, je mais pense. c'est 2 ou 3. Donc, dans les 2 ou 3 prochaines semaines, c'est le mec à avoir. Et c'est incroyable d'ailleurs d'avoir autant de succès avec n'importe quel mec qu'ils arrivent à coller derrière cette ligne offensive-là. Après, c'est une énorme ligne offensive, mais Guerrendo, on le voyait, il avait eu un problème de fumble. Là, pas de souci, il a 10 yards par carry. C'est n'importe quoi en moyenne. Ouais, parce qu'il a fait un Euh, carry de 70 yards à la fin. Bien sûr, mais t'as toujours un mec des 49ers qui, à un moment donné, arrive à break sur un Bah truc de ouais, ouais. 40 et plus. C'est impressionnant. Donc, oui, sur les deux prochaines semaines, il faut l'avoir. Ça correspond à quoi sur un waiver? Je verrai demain quand je ferai la rubrique, mais c'est un 15-20, quoi. Ouais. Et c'est fantasyballers.substack.com pour lire Exactement. l'article. Exactement. Et ouais, juste un mot sur le waiver en général, parce que tu parlais de 50. Alors, en fait, il faut vraiment penser à 2 choses. Il faut penser à est-ce que ce joueur-là va être un titulaire indiscutable dans votre équipe demain? Pour Guerrendo, certainement, même s'il n'a pas la patience, enfin, il n'a pas la technicité et la vision que Jordan Mason a montré. Il a la vitesse et il peut profiter de breaks pour faire des énormes plays comme il l'a montré sur ce dernier play. Kansas City, le prochain match. Hein. Ouais, ouais, donc ça, c'est pas ça, déjà, c'est pas hyper facile, mais bon. Ouais, c'est pas facile. Et donc ça oui, mais ensuite tu regardes la durée, quoi. Est-ce que c'est un mec qui va prendre un job, qui va être là pour tous les matchs? Et là, c'est clairement pas le cas parce que Jordan Mason, normalement, ouais, même dans les scénarios pessimistes, 4-5 semaines out. Dans les scénarios optimistes, 2, voire moins, parce qu'il est revenu dans le match. Il est revenu, il a fait un carry, il est ressorti. Et McCaffrey, bah, il y a toujours McCaffrey dans l'histoire. On ne sait pas trop quand il revient. Les dernières rumeurs, c'est peut-être 1 month away, etc. Donc voilà, Guerrendo, ça va être du court terme. Donc faut évaluer votre court terme en conséquence, quoi. Si vous êtes en galère finie et que vous dites si je perds les 2 prochains matchs, de toute façon ma saison est flinguée, bah ouais, pourquoi pas, mettez de l'argent. Mais sinon, Mais c'est un c'est mec qui, pas. dans 3 semaines, a priori, n'existe plus. Ouais, bah en fait il Parce qu'en existe plus, s'il y a des blessures. Même Même Mason, s'il se mettait à bien jouer, il prendrait pas le lead si les autres sont valides, quoi. de toute façon, si Pas comme le moment où Tracy. CMC revient, Mmh. il y a plus de RB2. C'est ça. C'est ça. Tracy, c'est un joueur qui, lui, peut profiter d'une absence pour prendre un job. Guerrendo, il peut pas profiter de cette absence pour prendre Non, le job. exactement. Je vois pas ce scénario. Ouais, il y a 4 running backs qui ont eu des portées côté San Francisco cette semaine sur 25 portées. Donc c'est pour vous dire. Côté Seahawks, on a quelques certitudes. Kenneth Walker est un running back must-start. Et il a des réceptions cette année. Ça, c'est une grosse 8 amélioration par sur 8, rapport. tout à fait, 8 Marc. sur Ouais. 8. 8 sur 8. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est reliable, comme on dit. Enfin, voilà, j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Côté receveur maintenant, parce que là, là, moi j'avais une question pour vous. Quand tu regardes Jason, par exemple, DK Metcalf, vous me connaissez, hein, à chaque fois j'en parle et tous les dimanches pendant le warm-up, j'arrête pas d'insister là-dessus. La volumétrie, la volumétrie, la volumétrie, c'est ça qui marche en fantasy. Alors là, on a les 2 contre-exemples parfaits avec JSN et DK Metcalf, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont des volumétries énormes, targetés, c'est impressionnant, mais alors par contre, ça fait peu de points. Marc, quand tu vois des joueurs comme ça, est-ce que tu as un conseil à donner là-dessus? C'est quoi ta réaction quand tu as des joueurs comme DK Metcalf, c'est encore plus haut que JSN, mais un JSN, c'est un bon exemple. C'est un joueur, tu te poses toujours la question chaque semaine face à sa volumétrie. Tu te poses la question, tu veux dire si tu le startes ou pas? Ouais, parce que tu Ouais. vois, oui, il a du Parce volume, qu'il mais est, il est il rapporte peu. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, il n'a pas eu encore ce gros match référence. Bon, week 2, c'était pas mal, mais il y a toujours effectivement cette question de volumétrie versus
l'efficacité. Pour Metcalf, je me fais vraiment pas de soucis parce Ouais, je suis d'accord. qu'il était. Ce commentaire de Zinkou, c'est juste parce qu'il va mettre 12 hein, dans les ligues où vous êtes avec lui. Donc, Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Zinkou dit par ouais. rapport à 8-10, Guerrero, ouais. si vous êtes bien dans votre saison, Guerrero, c'est pas plus de 8-10%. Ouais. Donc lui, il mettra 12. Voilà. Ouais, il mettra 11-12. Ouais, ouais Metcalf, je suis pas trop inquiet parce que d'abord, dans le match contre San Francisco, il aurait pu faire beaucoup plus. Il y a eu un truc d'une pointure de chaussure, un touchdown annulé, et puis un Ouais, autre ouais. touchdown de ouf annulé à cause d'une pénalité de illegal shift, donc même pas un truc qui avait quelque chose vraiment à voir avec lui. Mais pour JSN, bah, je commence à être déçu. Ouais, bah, c'est sûr que. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pris le volume à Lockett, mais finalement, Lockett continue à avoir les touchdowns. Donc, ouais, JSN, c'est vraiment effectivement tout le temps ce genre de joueur avec Josh Downs, avec George Pickens, avec des gars comme ça, où je suis là en train de me dire, putain, mais lequel je starte parmi tous ces gars-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à votre au warm-up où les gens vous posent justement ce genre de questions souvent où à chaque fois je me dis franchement c'est tout c'est le même tier, il n'y a pas de bonne réponse, tu sais pas en fait, tu peux pas dire avec une certitude et ni avec un vrai argumentaire starter JSN plutôt que Josh Down, enfin je sais pas, ça dépendra des semaines mais c'est vraiment très difficile, c'est des joueurs qui ont du volume, qui peuvent may or may not marquer des points quoi. Ce qui est sûr c'est qu'ils ont un floor, donc ça c'est bien. Voilà. Lockett, GSN et Metcalf, hein, c'est 8 targets, 9 targets, 11 targets. Enfin, on est Au sur moins, un il joue à top 3 3. maintenant. Ah ouais, c'est L'année un dernière, top on leur 3 reprochait toujours de ne receveur. pas jouer à 3 receveurs. Mais maintenant, ça y est. C'est incroyable de voir ça. Il y a, ce qu'on peut tirer de ce match, hein, c'est encore une fois un peu de volume pour Noah Fant. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de bail, d'un point de vue tight end, c'est intéressant Noah Fant. Nico, un autre commentaire sur ce match? Le retour de George Kittle. Le retour? Il n'était pas Enfin, le déjà de retour. retour, un peu le pépère? Il était de retour, mais là, c'est vraiment c'est le volume Numéro vraiment 1. prédominant, Il est quoi. Numéro monstrueux. 1. Voilà. Voilà, Numéro vraiment uno. sur la réception et tout ça, là, vraiment, il était partout et on a retrouvé moi, j'ai retrouvé en fait, le retour, c'est vraiment, le tracteur, quoi. Avant, il avait des réceptions et tout ça, mais il sortait tout de suite et tout. Là, OK, il prend le ballon, il rentre dans tout le monde, il fait du bowling et ça continue. Donc vraiment, OK, il est en forme, bah, super, là, si San Francisco, bon, sur les running backs, c'est pas le cas, mais est plutôt en forme sur le reste des joueurs, c'est pas mal du tout. Et Kittle, là, pour le coup, bah, c'est pareil. C'est peut-être un sell très high comme Kmet, si vous voulez, mais c'est des mecs à garder dans tous les cas. La différence sur la position par rapport à d'autres mecs est tellement incroyable que si vous avez réussi à garder ces mecs, à drafter ces mecs-là, faut les garder jusqu'au bout. Ouais, pour ceux qui ont regardé Receiver, le reportage sur Netflix, on voit il est très dans la connexion avec Brock Purdy, à essayer de le protéger, à essayer de s'occuper de lui. On a l'impression vraiment que les deux se trouvent les yeux fermés. C'est assez impressionnant à voir et c'est peut-être la seule chose qui marche parfaitement bien à San Francisco depuis son retour de blessure au week 3. En rapid fire, cette fois-ci, juste un truc qui vous a surpris sur les matchs de ce week-end, un truc marquant. Nico, tu as la main. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ce week-end? Alors, ce qui m'a marqué le plus ce week-end, le jeu de course des Ravens. Le jeu de course des Ravens et du coup les perfs, où là pour le coup Lamar et Derrick Derrick Henry. Henry, bon là c'est des league winners. Enfin, on n'est pas surpris. Enfin, on n'est pas, enfin, ça dépend. Derrick Henry est parti un peu trop tard, je trouve, dans les drafts. D'ailleurs, je l'ai pas mal cette année. C'est la première année que je l'ai pas mal dans certaines ligues parce que à chaque fois en début de deuxième, enfin, ouais, début de deuxième tour, je disais, qu'est-ce qu'il faisait encore là? Ben, effectivement, qu'est-ce qu'il faisait encore là? Les Ravens, ils ont essayé les 2 premiers matchs à essayer de lancer un peu le ballon. Ça n'a pas trop marché et après ils ont dit: «Non, mais allez, c'est bon. La recette, on la connaît. Tractopelle, droit devant avec Derrick Henry et on a 130 yards et 2 touchdowns par match». Marc, une chose qui t'a surpris ce Euh, week-end? ouais, la surprise, pour moi, le naufrage de Dallas, qui prend vraiment cher. Il joue contre une excellente équipe de Détroit, mais prendre 47-9 à domicile,
quand tu veux aller en playoff contre une autre équipe de NFC, même, voilà, on sait quels sont leurs problèmes, etc. La défense contre la course, elle est horrible. Mais là, ils ont pris 49-7. Il y a eu des trick plays dans tous les sens. Tu avais vraiment l'impression que c'était du foutage de gueule. C'était l'anniversaire de Jerry Jones qui était dans le stade. Ils prennent 47-9 à domicile dans une année où il disait pendant l'intersaison We're all in. Pour moi, c'est inacceptable. Et c'est vraiment surprenant, même si je pensais pas qu'il serait excellent. Je pensais pas qu'il serait à ce niveau-là. Et oui, et pour ma part, c'est incroyable le nombre de points qu'il y a eu ce week-end et le nombre d'équipes qui ont fait des scores monstrueux. Tu parlais des Cowboys qui avaient pris 47 points, mais il y a les 32 points des Steelers, alors que bon, les Steelers, c'est pas non plus la première attaque de la ligue. No offense, Aptin, 51 points de Tampa Bay, 38 points des Falcons, 41 points de Houston. Enfin, l'offense est de retour, ouais. C'était de l'offense football ce week-end. Et je dois dire qu'on a quand même, moi je suis quand même très défensif, mais on a pris notre pied ce week-end. J'ai réussi à m'assoupir et à me réveiller 3 fois pendant la petite séquence de tous les touchdowns à la fin du red zone, tellement c'était long. C'est clair. Très bien. Le second sujet, c'est un peu une nouveauté pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Là, c'est une autre manière de le formater, mais c'est pas mal du tout. Les tops, les flops, et alors là, un nouveau truc, j'adore, les waiver All-Star, ceux qui ont réussi à choper ça ou ceux qui vont essayer de choper ça à mort. Dans les tops, il y en a pas mal qu'on a déjà mentionné dans les gros matchs, hein, mais les deux meilleurs QB, Caleb Baker, ici, Marc, on prend Derrick Henry, ça on sait, mais Bijan Robinson, on l'avait annoncé, hein, la pire défense contre la course de la ligue, c'est les Panthers. Tu startes un joueur des Panthers, un running back contre les Panthers toutes les semaines. On continue à faire ça jusqu'à la fin de l'année. Hein. Bijan, c'est bien. Oui, d'ailleurs, il y a aussi Tyler Algier dans les waiver All-Star. Donc les deux ont marqué quasiment 20 points. 20 points demi PPR, donc ouais, sans problème. Et puis surtout Bijan, je voulais dire que voilà, fallait pas s'affoler. Pareil pour Breece Hall. Pour moi, c'est trop tôt pour s'affoler. Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière. Les perfs sont pas là, c'est pas ce que tu as payé. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle réalité, en fait, faut arrêter de se dire putain, j'ai payé 3e, 4e pick overall pour ces mecs-là. Faut repenser à une nouvelle réalité. Chaque semaine, il y a une nouvelle réalité. Et tu dis, ok, bon, Bijan, peu importe, j'ai payé une pick 3 et qui va pas me donner pick 3. Est-ce que je le start? Évidemment, je le start. Et je le start, c'est un bon joueur, c'est un RB1 avec voilà. Je l'ai regardé le match, hein, vous vous en doutez précisément, mais il était en moonwalk. Hein. Franchement, il courait en moonwalk, le mec. Hein. Il était tranquille. Il faisait le tracteur. Il arrivait à tout. Moi, j'en ai vu un où il a dégommé trois joueurs et il leur a roulé dessus. Ouais. Ah ouais, et pourtant, il fait pas physique. Mais il sait tout faire, en fait. Il sait faire les cuts d'un mec rapide. Il sait transporter des joueurs avec lui, des défenseurs avec lui. C'était le Bijan Show, clairement. Mais pour moi, je sais pas, il y a un truc. Je trouve que il y a quelque chose avec. Il y a ça quand tu payes trop cher à la draft fantasy. Il y a ça quand un mec est pris trop à la draft comme Caleb Williams. Il y a ça quand un mec est payé trop cher comme, je sais pas moi, un bon exemple, je sais pas, Jordan Love. Ou dès que, à cause de ça, tu te dis, putain, si le mec il roule pas sur la ligue, c'est une déception. Et t'es là, mais en fait, non, pas forcément. Caleb Williams, donnez-lui un peu de temps. C'est pas parce qu'il fait 2 mauvais matchs que c'est un bust direct, tu vois. Bijan, ok, il te donne peut-être pas des stats à la Derrick Henry que tu aurais pu avoir plus tard, mais c'est quand même Bijan, etc. Jordan Love, on voit aujourd'hui, bon, mec, il fait des super matchs, alors qu'il y a 2 semaines, on nous disait on n'aurait jamais dû le payer, et c'est absurde. Donc voilà, un peu de patience, un peu de mesure, et surtout ne pas pénaliser un joueur simplement parce qu'il a été drafté trop haut, payé trop cher avec un contrat, etc. Il faut vraiment essayer de voir les choses au-delà de ça, quoi. Amen, brother. Nico, AJ Brown is back. Ouais, AJ Brown is back. AJ Brown is back. Et du coup, on a un peu l'impression que à la fois Hurts et Devonta Smith sont back aussi. Donc, non, alors, ça fait la différence, c'est fou, hein, parce que maintenant, Hurts lance les yeux fermés vers AJ Brown. Vas-y, va en l'air, tu vas récupérer un ballon, un touchdown, un first down sur 40 yards, même pour finir le match.
Bon, ceci dit, on n'avait pas trop de soucis par rapport à son retour de blessure. On savait que de toute façon, AJ Brown reviendrait dans les line-up en tant que WR1 dès son retour. On est vraiment pas surpris et a priori, il sera, s'il reste en bonne santé, la vraie arme des Eagles jusqu'à la fin de saison. Ouais. Surtout avec Goddard qui s'est blessé. En plus. Moi, ma remarque de ces tops-là, et d'ailleurs, je vous l'avais envoyé un peu dans notre chat entre nous. Eh bien, la connexion Jayden Daniels, Terry McLaurin, elle est confirmée, bel et bien confirmée, qui fait que Terry McLaurin, maintenant, cette connexion est un must-start. Tu sais qu'il le cherche, tu sais qu'il le trouve. Et ça, c'est tout ce qu'on aime en fantasy, finalement. Et McLaurin, qui crie au désespoir depuis 6 ans d'avoir un quarterback qui lui lance des bons ballons pour qu'il montre que c'est un vrai très très bon receveur, eh ben il l'a. Et malgré la défaite, ça montre que Terry McLaurin maintenant est devenu un must-start. Et Chris Godwin, il a autant de touchdowns cette année qu'en 2022 et 2023 combinés. Ouais. Avec On a Baker Mayfield, quarterback 2 de la saison pour l'instant, et il fait le deuxième score très proche du premier. Il lance 3 interceptions, et dont 2 qui sont de mémoire. Il y en a 2 qui sont en plus des passes déviées. Donc s'il a un peu plus de chance, il nous fait 40 points, Baker, cette semaine. C'est impressionnant. Ouais, ils ont marqué 51 points en tout. C'était un bordel ce match. Ouais. Tampa Bay, c'est solide. Hein. Ouais. C'est solide parce que les Saints, ils ont eu quand même un petit peu d'honneur et de fierté. Et ils ont, tu vois, ils avaient la tête sous l'eau, ils ont réussi à respirer. Ils sont remontés. Et là, tout d'un coup, la tête bien au fond, là. Et vraiment, tu sentais un Baker, même à un moment donné, il a eu un peu mal, il est retourné sur le terrain. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était l'impression qu'il est patron. C'est pas du tout le Baker qu'on a vu à Charlotte. Hein. C'est vraiment incroyable. Mais oui, tu fais bien de parler de Godwin parce qu'en plus, on avait eu une question, je crois que c'était Cheese Time qui disait est-ce que je starte Mike Evans et Chris Godwin et il lui fallait un troisième joueur. Lui, il a starté les deux, c'était vraiment pas con dans le principe au vu de son roster. Bon, Mike Evans n'a pas forcément fait le match espéré parce qu'il avait une petite douleur, mais ça suffit hein, parce que la moyenne des deux fait déjà un très très bon roster d'un point de vue receveur. Ouais. J'ai une petite question pour passer sur les flops, un petit peu provocatrice, Marc, mais voilà. Est-ce qu'on peut dire que Chris Olave est pour le moment le flop numéro 1 en fantasy cette année? Il y a pas mal de bons candidats, mais ouais, Olave en est un, ouais. Olave en est un. Bon, là, dans ce match-là, il se blesse. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Mais... ce qui fait partie du jeu. Ouais, je dirais hors blessure, c'est difficile parce qu'il a fait des matchs convenables, mais il est en fait, déjà, l'offense des Saints qu'on louait après 2 semaines, au premier signe d'adversité, ils ont arrêté de faire tout ce qu'on avait dit. Ils ont arrêté de faire toutes les motions, les play actions et tout ça. Et ils sont redevenus l'offense un peu statique de l'année dernière. Et là, Olave, il se blesse en plus. Donc, le buzz de l'année, je sais pas. J'en ai pas un mieux, mais je suis sûr qu'en cherchant dans les drafts. Il y en a un dans la liste là qu'on a. Ouais, Calvin. Ouais, par exemple, Calvin, ouais, mais il coûtait moins cher. Là, c'est terrible. Ouais, Calvin, c'est terrible parce que lui, pour le coup, il n'est pas blessé. 0 sur 8 en réception. Mais ouais, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs, dont notamment des running backs, je pense, qui sont vraiment des gros busts aussi. Mais ça en fait partie. Et justement, moi, j'avais tradé Brian Thomas pour Olave à la fin de week 2. Tout le monde m'avait traité de grand bandit. Et aujourd'hui, peut-être que je préférerais être du côté Brian Thomas. Ouais, j'ai été provocateur par rapport à Chris Olave de par son prix. En fait, c'est tout simplement ça. Ouais, bah autour de ça, il y avait Chris Olave, il y avait Jayden Waddle, il y avait pas mal de joueurs un peu décevants aussi, qui ont tous des circonstances un peu atténuantes, mais je pense que Olave va continuer à décevoir. Ouais.
Nico, bon, on va laisser un peu Dak Prescott tranquille. On a déjà parlé un peu des Cowboys, mais Dak Prescott, qui, je rappelle, hein, a quasiment toujours été un top 5 fantasy. Est-ce que là, c'est un non-match? Est-ce que c'est flippant? T'en penses quoi, toi, de l'offense des Cowboys? Pour ceux qui ont écouté le warm-up, on en a pas mal parlé, hein, de l'offense des Cowboys qui nous faisait flipper, Alex et moi. Comment tu réagis, toi, face à ça? C'est Détroit qui Moi, est je trop pense fort? que. Pardon? C'est Détroit qui est trop fort? Non, Détroit est pas. Je suis pas sûr que Détroit soit trop fort. Là, je pense que vraiment, en l'occurrence, l'écart, il est très creusé à cause de la défense de Dallas qui était trop faible. Et je suis plutôt partant pour dire que là, à ce moment-là, c'est plutôt, à mon avis, un accident pour Prescott. Jusque-là, c'était correct. C'était pas extraordinaire, mais c'était correct ce qu'il faisait en termes de fantasy avec un pick week 3. Euh, il a passé un peu moins. Là, son jeu de course était inexistant, donc c'est plus dur aussi de surprendre avec d'autres passes différents. Enfin, il y a une ligne, bah tiens, Zinkou le mentionne, la ligne est quand même assez faible, bon, ce qui explique le jeu de course assez compliqué. Il y a un truc aussi, moi j'aime beaucoup Jalen Tolbert, mais il n'y a plus Brandin Cooks qui te stresse le terrain, qui te permet d'aller chercher des trucs, un mec un peu fiable aussi sur certains gros jeux. Donc moi, je suis plutôt partant sur l'hypothèse de l'accident. Ils sont en bail là. Et après, ils ont un calendrier qui est plutôt abordable. Ouais, bah, ouais, Non, tu pas trouves si pas? abordable que ça. Bah, je sais pas, ils Bah, ont. San Francisco, c'est pas non plus terrorisant en termes de défense aérienne. Atlanta, derrière, il y a Philly qui a des trous d'air. Houston, Washington, tu n'as que des matchs à potentiel gros scoring et donc Ouais, à potentiel beaucoup d'opportunités pour Prescott de se relancer. ouais, Donc, ouais, si c'est purement pour Prescott, ouais. il était toujours au-dessus de. Enfin, ça faisait 3 matchs qui étaient au-dessus de 20 points. Là, il fait moins bien, ça c'est sûr. Hein, et puis, à un moment donné, J'aimerais bien avoir une stat qui montre quand il produit ses points, tu sais. Parce qu'il y a des. Aptin, la semaine dernière, il nous disait Justin Jefferson, il produit toujours 20 points en première mi-temps et puis après, il fait plus rien. Et Prescott, je suis persuadé, je n'ai pas de stat pour le prouver, mais je suis persuadé que c'est que c'est l'inverse. 50% de ses points dans le quatrième quarter, quoi. Quand ils sont en galère, et j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps menés de 20 points, ces mecs. C'est un truc de fou cette saison. Je comprends pas ce qu'ils font. Ils arrêtent personne. Ils ont Rico Dowdle et Zeke Elliott en running back. Enfin, je sais pas. Ouais. J'ai du mal à voir comment ça peut s'améliorer. Après, pour Prescott, je suis d'accord avec toi. Il fera pas 5 points toutes les semaines et il Ah fera. non, Il non, fera... mais la question, c'est Ouais, l'analogie. ouais, bien sûr. Est-ce qu'il est plutôt amené à remonter dans le top 10 ou à rester entre 10 et 20? À mon sens, ça reste quand même. Enfin, de toute façon, si Dallas est vraiment en ligne, il faut que ça revienne, qu'il revienne plutôt dans ses standards, qui est, il ne sera pas quarterback 1, mais il est quarterback 5, 6, 7 Ouais, ouais. de la ligue, quoi. Un starter évident. Ouais. Et il l'était depuis 3 semaines, alors contre une adversité qui n'était pas là, qui n'était pas Détroit. Hein. Mais moi, je suis pas hallucinamment inquiet. Même si c'est pas beau à dire. Pour le reste, on a parlé des Jags, Kyler Murray les Cardinals, c'est un non-match entre guillemets, donc je mets Marvin Harrison dans le coup. Quand offensivement ça ne tourne pas côté Cardinals, il y a un impact sur les deux. Et on voit d'ailleurs qu'ils font un jeu de course aussi pour que ça puisse marcher pour eux. Hein. L'équilibre est hyper important. Vous parliez d'équilibre côté Cowboys, ça se voit aussi côté Cardinals. La seule chose qui me fait parler pour terminer sur les flops, c'est par rapport à Jérôme Ford, l'attaque catastrophique des Browns. Ouais. Il y a potentiellement un retour de Nick Chubb la semaine prochaine, Marc. Pour ceux qui sont en galère, et il y en aura avec les bails et tout, et qui l'ont gardé en IR tout ce temps, Nick Chubb, ça va devenir un mustard dès le début? Bah, je sais pas trop dans quel état il est, mais c'est un avantage pour eux parce que un des problèmes de la tactique
de drafter un mec sur hier pour plus tard, tu te sens toujours super intelligent le jour de la draft en disant « Ah, trop bien, regarde, j'ai pu avoir Chubb en plus, tu vois, gratos sur mon hier. » Et en fait, tu te sens toujours con week 6, ou week 7 en l'occurrence, quand il sort de l'IR et que tu dis « Putain, mais en fait, je suis en galère, je peux pas encore le starter. » il va peut-être même pas jouer parce que parfois, il sort de l'IR, mais il joue pas avant la semaine suivante. Et j'ai un milliard de bails à remplacer, etc. Donc là, le seul avantage, c'est comme Jérôme Ford s'est blessé, même s'ils ont Foreman et Pierre Strong, il y a des chances qu'ils lancent Chubb d'une manière suffisante. Tu vois, je pense pas qu'il va débarquer et faire 95 snaps à la Joe Mixon, tu vois, mais d'une manière suffisante pour que tu puisses soit le starter, soit au moins qu'il te coûte pas un poste sur le banc, quoi. Et Jérôme Ford, il est là-dedans parce qu'il s'est blessé. D'ailleurs, il y a pas mal de blessés dans la liste. Moi, d'habitude, quand je fais l'équipe All-Star et l'équipe All-Flop, j'enlève toujours les blessés exprès pour pas les pénaliser. Là, je me suis dit, tiens, pour le podcast, je vais les mettre dedans parce que c'est vrai que ça nous fout en galère, mais là, on voit qu'il y a pas mal de mecs qui se blessent et qui sortent en marquant 0 points, qui pénalisent énormément aussi. Pour terminer, il y a la section Waiver All-Star qui va servir également un petit peu de Waiver Wire, hein, parce que bon, si vous avez réussi à les avoir avant, bravo à vous, vous êtes des maîtres. Mais certains seront encore disponibles certainement. Nico, dans cette liste-là, alors, est-ce que tu as envie de parler des Patriots? Tu choisis, tu as le choix, tu es le premier. On t'en a mis plusieurs. T'as vu quand même, Il y en a quand même plusieurs. Il y en a plus. Alors, je pense que pour avoir commencé à faire le brouillon de j'aurais pu mettre Hunter Henry, mais j'en avais marre de mettre le même logo. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est pour toi le plus impactant dans cette liste de waivers? Le plus impactant et le plus durable, à mon sens, c'est à choisir comme vous voulez entre Bonix et Tyrone Tracy. Le reste, pour moi, c'est beaucoup plus. Parle de Bonix, puisqu'on a déjà parlé un peu de Tracy. Ouais, c'est pour ça. D'ailleurs, qui Bonix, joue aux Giants, Tyrone Tracy, juste pour ceux qui regardent. Je sais pas pourquoi j'ai foutu Baltimore, tu vois, je suis fatigué. Parce qu'ils sont trop forts à la course, donc tu t'es Pour la course, un running back Baltimore, voilà. ça paraissait parfaitement. Non, c'est parce que regarde, Derrick Henry, c'est la même ligne et j'ai utilisé le même. J'ai juste oublié de changer son. Donc Bonix, mon copain, Bonix. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Bonix, Nico? Bah, que Bonix, il commence à être vraiment. C'est pas spectaculaire ce qu'il nous fait. Par contre, c'est solide et il est très bien utilisé, il est très bien coaché. C'est pas forcément une surprise avec Peyton aux commandes, mais du coup, il a un talent qui est malgré tout pas trop. Enfin, le talent autour de lui est pas extraordinaire, mais il s'en sert super bien. Il n'y a pas de must-start en fantasy à côté de lui, mais il s'en sort vraiment très bien sur plein de choses. Je trouve que ses décisions sont pas mauvaises. Il n'a pas un immense volume par rapport à d'autres de ses quarterbacks, mais il arrive à en faire vraiment quelque chose d'intéressant et il est plutôt sur une vraie bonne dynamique. Enfin voilà, ça fait 2 matchs que vraiment c'est intéressant. Il a un schedule qui va arriver qui est pas délirant. Il est aujourd'hui, alors il est pas disponible partout, mais presque, hein. C'est 20% de ownership dans les ligues, hein. Donc il sera vraiment, dispo dans pas mal de vos wires de mardi à mercredi. Effectivement, c'est ce que nous dit Lala Packers, il court plutôt bien. Donc il a aussi l'upside d'aller chercher des points, à la course. Pour l'instant, il n'a pas marqué tant que ça au sol. Il a fait il a 3 touchdowns sur l'intégralité des matchs. C'est un tous les 2 matchs, donc c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un plancher qui permet de voir venir. Donc c'est un mec pour aller. Alors sur les superflex, il doit être dans vos teams, il n'y a pas de souci. Mais il est numéro 12 en format normal depuis le début de saison. Il est presque startable directement. Et ça, c'est intéressant. Il vient d'enchaîner. Je te coupe, désolé. Il vient d'enchaîner 2 semaines d'affilée, QB 7 ou 8 en fonction des formats, en fonction des scoring. 2 fois d'affilée, QB 7-8. Donc, ça va dans la ligne droite de ce que je voulais dire pour finir. Il est QB12 depuis le début de saison. Un QB12 dispo week 7 sur les waivers, c'est pas souvent. Et ça permet d'aller chercher quelque chose sur en plus une attaque, un coaching, etc. et un schedule qui sera plus avantageux
que son compère de draft, Drake May, qui est juste en dessous, qui a fait quand même pas mal de points cette semaine, certes, mais contre une équipe des Texans qui n'était pas motivée en permanence parce qu'ils étaient largement devant. Le match de Bo Nix contre les Chargers était beaucoup plus compétitif et il arrive à rester dans les matchs. Et Denver arrive à rester dans les matchs et il va avoir un plancher assez sympa sur le reste de la saison, je pense. Ouais. On peut dire qu'il se bonifie avec le temps. Mais justement, Bonix, c'est intéressant que tu dises ça parce que je m'étais moi-même pas rendu compte de ses perfs les 2 dernières semaines, alors qu'il y a 3 semaines, j'avais fait tout un truc en disant que justement il était, je me rappelle plus exactement, mais c'était un truc du style top 10 en pass attempts, top 5 en designed runs, top 5 en scrambles, et que en fait il avait juste 4 interceptions et 0 touchdown parce que sur un sample de 3 matchs, parfois ça arrive. Il avait Mais pris que des c'était défenses un des solides. mecs les plus sous-évalués et que tout le monde dormait sur Bonix parce que voilà, on n'en veut pas. Et effectivement, les 2 matchs d'après, ça s'est un petit peu inversé. Donc, je pense que son ownership va remonter très vite. Ouais. Et Il avait Courtland Sutton, je pense que c'est un absolument, effet il avait des circonstances atténuantes parce qu'il avait, ouais, il avait eu Pittsburgh en face. en Il plus. avait Ouais. eu le match à New York contre les Jets où il y avait des inondations, donc il ne pouvait pas lancer un ballon. Donc tout ça le retenait un peu. Et là, il commence à prendre. Et puis après, tout bêtement, c'est un rookie qui a maintenant 6 matchs. Et il commence à avoir un peu plus de réflexes. Et mine de rien, même s'il n'y a pas de gros joueurs à côté de lui, il a des mecs qui sont sérieux. Voilà, Courtland Sutton, ça n'a jamais fait lever les foules, mais c'est un mec qui est sympa. Troy Franklin, le rookie, il a déjà une connexion avec lui, ça marche. Et les 3 coureurs, sans être extrêmement performants, c'est des mecs qui savent bloquer. Donc, ils peuvent lui faire gagner du temps pour que lui aille courir. Donc, c'est un mec qui peut aller chercher quelques points un peu sympas si vous êtes pour aller chercher des options de remplacement pour les bails à venir. Vraiment, si Bonix est dispo, ça peut être vraiment très intéressant. Mm. Marc, est-ce qu'il y en a un dont tu veux, sur lequel tu veux insister dans la liste? Insister peut-être pas, mais Sean Tucker, évidemment, ça va être le mec qui va exploser, je pense, tous les waivers demain parce qu'ils vont tout le monde va se dire, 32 points, incroyable. Et effectivement, on s'attendait pas à autant. On savait que comment il s'appelle, Rashad White était un peu en galère. Et que Bucky Irving était quelqu'un qu'il fallait avoir. Et donc là, quand Rashad White n'a pas joué, tout le monde s'est dit Bucky Irving va exploser. Il a très bien joué, mais pas aussi bien que Sean Tucker, qui est du coup le RB1 sur la semaine, quand on fera à moins que James Cook ou Breece Hall ou quelqu'un d'autre fasse mieux. Attention toutefois, juste avant le garbage time, parce qu'ils ont gagné, on rappelle, 51 à genre 27, un truc comme ça. Avant le garbage time, ils étaient vraiment ex aequo en points avec Bucky Irving, et Bucky Irving avait à peu près 2/3 du volume. Donc Sean Tucker a juste été très efficace. Ça reste le RB3 de l'équipe. Mais je pense, encore une fois, quand tu as des mecs qui font des perfs comme ça, en général, ils repartent pas immédiatement dans l'anonymat le plus total. Et la raison pour laquelle je parle de Sean Tucker, c'est pas spécialement pour Sean Tucker lui-même, c'est plus par inquiétude pour Rashad White. Très bien, super. Moi, il y en avait un voilà, juste rapidement, Demario Douglas. C'est quelqu'un qui avait du volume déjà avant. C'est juste que là, il a eu des ballons peut-être un petit peu meilleurs. Donc, on pourrait imaginer Demario Douglas être un peu meilleur sur le reste de la saison. Je ne sais pas si Nico, en tant que spécialiste, Pat, tu es d'accord avec Moi, ça? je suis contractuellement interdit de parler de Demario Douglas, ayant gonflé absolument tout le monde avec lui sur les 3 premiers mois de l'année dernière. Donc, du coup, j'ai plus le droit d'en parler. Mais effectivement, oui, alors c'est pas beaucoup dire, mais c'est le meilleur receveur de New England dans le roster pour l'instant. En tout cas, celui qui se sépare le mieux aujourd'hui. Donc oui, beaucoup plus durable en tout cas que Bouti. Super, on va terminer avec les prévisions sur les blessures. Et puis, le waiver wire, on va le faire rapidement parce qu'évidemment, il y en a beaucoup des noms dont on a déjà parlé. Tout d'abord, sur les blessures, on a parlé d'Isaac Guerendo. Jordan Mason, ça semble durer a priori 2 semaines, Marc, c'est ça? Je te laisse. Non, ouais, ça dépend. Donc, Jordan Mason, on avait dit blessure à l'épaule. Historiquement, ces blessures-là, c'est 3 semaines en moyenne. Mais
Ce qui est sûr, c'est que normalement, il devrait rater des matchs. Mais le fait qu'il soit revenu pendant le match est un petit peu positif. Donc voilà, on peut avoir, mais disons 2 semaines. Ça pourrait être 4, hein, ça pourrait être plus. On ne sait jamais trop avec San Francisco et on leur fait plus vraiment confiance après l'histoire de McCaffrey. Ils ont 2 week et un bye, donc ouais. soit 2, soit 4. Ensuite, il y a eu soit des commotions, soit des hamstrings. Donc, tu as Marvin Harrison, Chris Olave qui ont eu des commotions. Donc, on le voit. Olave, en plus, il doit jouer jeudi. Donc, lui, je pense que c'est sûr qu'il va rater un match. Oui, c'est mort. Harrison, un peu moins. Mais on le voit avec Neighbors. Hein. Neighbors a déjà 2 matchs ratés avec sa commotion. Donc, on prend plus trop ça à la légère. Ouais, c'est clair. Et les hamstrings, tu as Travis Etienne, Dallas Goedert, Jerome Ford et Ty J. Spears. Eux, en général, c'est des blessures de merde, hein, pour des running backs en particulier. Ouais, c'est 4 semaines, généralement. Ouais. Ça peut faire 3-4 semaines. C'est ça. Michael Wilson, un bénéficiaire, c'est très intéressant parce que lui, il a toujours eu du volume depuis la week 3. Donc, autant dire qu'il devrait prendre le volume de Marvin Harrison. Et puis certains vont parler de Greg Dortch parce que je sais pas pourquoi en fantasy il y a plein de gens qui sont amoureux de Dortch. Ouais. C'est incroyable, c'est un nom qui revient tout le temps. Bon, je sais pas pourquoi, peut-être c'est son nom qui fait rire. Dans les waiver wire, on a parlé de Drake May, oui, clairement, pour ceux qui sont en galère en Superflex par exemple, ou même pour un bail, c'est intéressant. Ouais, là je pense qu'il faut y aller pour Drake May parce qu'en plus il est capable de courir et tout, donc même si dans la réalité ça risque d'être difficile pour lui, il a un profil pour faire des points en fantasy comme on l'a vu déjà cette semaine. Ouais. Mais là il y a un petit nouveau. Avoir du garbage. Et oui, mais pour le garbage time, oui, ça peut passer, oui. Et là il y a un petit nouveau ligne 2, Tua Tagovailoa. Pas évident à prononcer. Ça va être son retour? Je sais pas. Aujourd'hui, ils ont dit il va rejouer en 2024, mais on sait pas trop quand. Ouais, il n'y a pas de timetable, ils ont dit. Il n'y a pas de timetable, etc. Après, j'avais entendu d'autres trucs qui disaient qu'en fait, Miami voulait pas vraiment le mettre sur hier, mais ils se sont dit il vaut mieux qu'on le fasse. Donc, le problème, c'est que ces blessures au cerveau, si on veut les appeler blessures, on n'en sait rien en fait. Et c'est pas comme un truc qui te fait mal quand tu appuies sur ta jambe ou machin. C'est un peu compliqué. Donc, ouais, je pense qu'il a été droppé par pas mal de monde. En plus, Miami était en bye cette semaine, donc il y a moyen qu'il soit dispo. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut avoir en prévision. Côté running back, Tank Bixby, on en a parlé la semaine dernière. On a parlé des Jags. Isaac Guerrero, oui. En fait, c'est exactement la même liste. Et j'ai fait exprès de mettre la même liste parce que c'est les mêmes noms qui ressortent et surtout les mêmes backups en bas. Oui. C'est vraiment la priorité, je pense. Actuellement, c'est d'avoir de libérer autant de place que vous pouvez sur les bancs pour avoir des backup running back qui peuvent vous faire gagner une ligue. C'est pas facile. Moi-même, il y a plein de noms où je me dis tiens, j'aimerais bien les avoir. Kimani Vidal, tu vois. Kimani Vidal, j'aurais bien voulu l'ajouter, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas vraiment de place. Mais si je peux, tous ces mecs-là, Blake Corum, je l'ai ajouté dans une ligue. Mattison, je l'ai ajouté dans 2-3 endroits. Gibson, évidemment, parce qu'il jouait. Trey Benson, parce que James Conner aussi s'est blessé. Donc, Trey Benson pourrait avoir, tu vois, 2-3 gros matchs. Oui, puis Et ça peut être aussi 2-3 gros matchs qui les lancent. C'est vraiment 2-3 gros matchs qui les lancent. Par exemple. Mattison, il a fait un match correct et en plus, Zamir White donnait pas satisfaction avant. Parce que voilà, Vidal, ok, très bien, mais Dobbins donne satisfaction, donc il est pour l'instant en 2. Mattison, il a presque pas de compète. Enfin, faut faire attention. Oui, sur les autres, Tucker, effectivement, Benson. Ouais, ils ont chacun un scénario différent, mais c'est ça. Vidal et Allen, c'est genre à une blessure de jouer dans une offense qui met la course en avant, etc. Gibson, Mattison, c'est plus, s'il se retrouve effectivement seul mec dans le bar, c'est seul mec dans le bar. Il y en a d'autres, là, Tyler Algier, si Bijan se blesse, il est déjà excellent tout seul, mais en plus, il a le volume. Jalen Wright, enfin, tous ces gars-là. En gros, c'est pas des joueurs que vous pourrez starter, mais c'est eux qui feront la plus grosse différence si ils arrivent à un moment où ils peuvent starter. Beaucoup plus que, je sais pas, j'ai mis, tu vois, même Xavier Leggett. Alors, Xavier Leggett, il va être bon. Mais par exemple, Grant Calcaterra, je l'ai mis parce que c'est un tight end, mais il va jouer 3 matchs et ça sert à rien, tu vois. Il va faire. Dans les tight ends, il y en a 3 qui ont un plancher. Il y en a un qui, en fait, remplace une blessure. Ouais, c'est donc, ceux qui ont un plancher, de toute façon, ceux-là, ils vont être difficiles à les choper parce que je pense qu'il y a beaucoup de managers qui ont déjà reniflé.
Calcaterra, bah, clairement, bah, il faut foncer parce que Goddard s'est blessé, quoi. Non, sur les tight Euh, ends, n'hésitez pas à y aller parce que les tight ends, moi, toutes les semaines, je regarde les pourcentages d'ownership. Sur les tight ends, la majorité des gens, vu qu'il y en a à peu près 8-10 qui sont vraiment startables toutes les semaines, eux, ils sont pris. Le reste, ils sont sur les waivers. Vraiment, il y a beaucoup de monde sur les waivers. Hurts, Auton, Fant et tout ça, ils sont très souvent sur les waivers. Et donc, soit si vous êtes en galère sur un bail, soit si vous voulez profiter des fameuses offres mirobolantes que Vark va vous envoyer demain pour Comet ou Mercredi. Kittle, il y a encore des options sur le waiver, donc n'hésitez pas à le faire un peu monter au cocotier. En tout cas, que Zachert soit encore disponible aujourd'hui, ça serait que je trouverais ça complètement incroyable. Très bien. Eh ben, messieurs, on a fait un joli tour d'horizon de la Week 6. Je vous remercie énormément, vous, de m'avoir accompagné ce soir à nouveau. Et puis, vous, dans le chat, les fidèles, de nous avoir écoutés en live. Ceux qui nous écoutent en podcast, merci à vous. Laissez des petits commentaires, que ce soit sur X ou sur votre plateforme de podcast, sur YouTube, sur Twitch, n'importe où, n'importe quel commentaire, n'importe quelle notation nous fait énormément de bien. Il y a également un lien vers le Tipeee dans notre Linktree si vous voulez nous aider à améliorer et à continuer à faire grandir ce podcast. Et je rappelle encore une fois les sites où vous pouvez retrouver les informations de Fantasy Ballers, que ce soit les articles de Fantasy Ballers sur fantasyballers.substack.com ou alors toutes les informations concernant toutes les ligues sur lesquelles vous jouez en permanence, bande de drogués, qui sont gérées par Fantasy Ballers. Et tout ça, c'est sur fantasyballers.fr. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Merci, Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à jeudi pour le Halftime Show. Ciao, ciao. Yes, ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde.